En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Louis Gallois, ancien dirigeant d'entreprise et coprésident du think tank La Fabrique de l'Industrie, et Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement. Il est aussi l'auteur d'un livre paru chez Odile Jacob, La désindustrialisation française 1995-2015. Ensemble, nous reviendrons justement sur 4 décennies de désindustrialisation française, de l'abandon de la sidérurgie à la dégradation de notre parc nucléaire. La France sans usine va-t-elle devenir un grand parc d'attractions pour touristes et retraités, comme le prédisait Michel Houellebecq? Sommes-nous encore un pays souverain ou sommes-nous totalement dépendants de la Chine? Comment sommes-nous arrivés là? L'Europe censée nous protéger a-t-elle contribué à notre grand déclassement? Quelle est la responsabilité des élites dans cette situation? La France peut-elle encore rebondir? Tout de suite sur Sud Radio, les réponses de Louis Gallois et Nicolas Dufourcq, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Louis Gallois, Nicolas Dufourcq, bonjour. 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 Louis Gallois, donc vous êtes ancien haut fonctionnaire, ancien dirigeant d'entreprise. Vous avez notamment dirigé Airbus. Vous dirigez aujourd'hui un think tank centré sur la question de l'industrie. J'aimerais commencer avec une question d'actualité où on a assisté au mois de décembre à cette scène que moi j'ai trouvée qui avait quelque chose d'ubuesque là-dedans, de voir le Premier ministre de la France expliquer qu'il fallait s'en remettre au ciel pour espérer ne pas avoir de coupure d'électricité cet hiver. Bon, il se trouve que elle a été exaucée. Elle a été exaucée. Il se trouve qu'effectivement, le ciel soit loué. Nous avons un hiver assez doux et apparemment il y aura sans doute pas de coupure d'électricité. Mais tout de même, comment on en est-on arrivé là? Est-ce que c'est la faute de la guerre en Ukraine, comme beaucoup le disent? Je sors un petit papier de ma poche. En 2000, la production d'électricité française, c'était 540 TWh. En 2022, 465. Alors, il y a 2 causes de cela. La première, c'est que nous n'avons pas construit de capacités nouvelles et nous avons même réduit des capacités. Nous avons fermé 13 gigawatts, dont Fessenheim, de 2 gigawatts. Et la deuxième cause, c'est la dégradation du parc, ou tout au moins le fait qu'il a fallu reporter des opérations de maintenance qui devaient se faire pendant la crise du Covid, au-delà de la crise du Covid, puis il y a eu cette affaire de corrosion d'un certain nombre de tuyauteries qui ont immobilisé une partie du parc. Mais ça veut dire que la France a un potentiel qui doit lui permettre de produire 100 TWh de plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Donc cette crise que nous avons connue en 2022 ne devrait pas se reproduire dans l'avenir. Tout au moins, il ne devrait pas, je dis, elle ne devrait pas, parce qu'il faut prendre les mesures pour cela. Il faut que EDF rétablisse la capacité de ses centrales. Il faudra probablement que, en attendant de nouvelles centrales, parce qu'il va falloir lancer de nouvelles centrales, le président de la République en a annoncé 6 plus 8, je pense qu'il faudra aller à une vingtaine d'ici 2050. En attendant cela, il va falloir reconstituer des capacités, et peut-être qu'il faudra, je le dis, reconstituer des capacités gazières. Parce que sinon, nous risquons de nous trouver à nouveau devant une pénurie d'électricité, parce que la demande d'électricité va croître. On a pensé pendant 10 ans qu'elle allait décroître. Elle va croître. D'autant plus qu'on va faire des voitures électriques, etc. Tous les usages vont devenir électriques. On va faire de l'hydrogène. Pour faire de l'hydrogène, il faut énormément d'électricité. La voiture électrique, vous l'avez cité. Le chauffage électrique dans les immeubles pour remplacer le chauffage au gaz. Donc les besoins d'électricité vont probablement doubler d'ici 2050. Donc il va falloir construire. Nous ne sommes pas prêts, donc. Nous ne sommes pas prêts, mais il faut s'y mettre. Et aujourd'hui, pas demain. Moi, je suis très impatient
que le Parlement se prononce sur le programme nucléaire pour que très rapidement on puisse engager la construction des centrales. Nicolas Dufourcq, vous êtes le patron de la BPI, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule La désindustrialisation. Est-ce que cette dégradation du parc nucléaire français, c'est la cerise sur le gâteau de cette désindustrialisation? C'était quand même un fleuron de l'industrie française qui nous conférait un avantage compétitif. Pourquoi n'avons-nous pas investi davantage et pourquoi nous retrouvons-nous dans cette situation-là? Oui, je le pense. Le nucléaire, c'est le top du top de l'industrie. C'est ce qu'il y a de plus complexe à faire. Et donc, stopper le programme nucléaire, c'était amputer une partie de l'espérance industrielle française. Ça a été possible parce que l'espérance industrielle française, de toute façon, elle était à terre. Donc, quand on tourne le dos à l'industrie, on peut tout à fait tourner le dos au nucléaire. C'est dans ce sens-là que ça se passe. À la fin des fins, d'ailleurs, en passant, on peut aussi se mettre à tourner le dos aux industries d'armement qui font notre souveraineté. Tout s'enchaîne. Pourquoi est-ce que on a mis l'espérance industrielle à terre? C'est ça la vraie question. C'est des raisons idéologiques. On a beaucoup accusé les écolos, mais enfin la désindustrialisation a commencé avant les revendications écologistes, même s'ils ont une responsabilité sur le nucléaire évidente. Mais on a confondu des défaites qui étaient des défaites ciblées sur l'acier, sur une partie du textile, sur Manufrance, sur Creusot-Loire, qui sont des batailles perdues, avec une guerre perdue. C'est exactement ce qui s'est passé en 40. Et les Français ont pensé que la guerre industrielle était définitivement perdue. Et on construit un discours qui est un discours en fait fantasmatique d'une société entièrement fondée sur les services. Et par parenthèse, justifiant le partage du temps de travail. C'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est devenu le consensus national et le contrat social. Tel que, au début des années 2000, il est devenu extraordinairement difficile de défendre un agenda industriel, et par conséquent nucléaire. Très difficile. Vous nous invitez aujourd'hui, moi et Louis Gallois, on n'aurait jamais été invités au début des années 2000 pour parler de ça. On invitait d'autres personnes qui venaient parler des 35 heures, qui venaient parler de la société servicielle, qui venaient répéter les messages de Jean Fourastier. Donc voilà, ça s'appelle des idéologies collectives. La France est un pays très spirituel et qui est très 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 fragile face aux idéologies. Merci Nicolas Dufourcq, merci Louis Gallois, c'était la première partie de cette émission. On continuait à parler industrie, souveraineté française en toute vérité sur Sud Radio après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Louis Gallois, coprésident du think tank La Fabrique de l'Industrie, ancien dirigeant d'entreprise, haut fonctionnaire, avec Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement. Il est l'auteur de La désindustrialisation 1995-2015. C'est chez Odile Jacob. Donc avant la pause, on parlait effectivement de cette désindustrialisation. On parlait notamment de la, je ne sais pas si on peut dire faillite, mais en tout cas la dégradation du parc nucléaire français qui a longtemps été un fleuron de l'industrie française et qui nous conférait un avantage compétitif. Tout ça sur fond d'explosion du prix de l'électricité. Certes, nous avons des centrales à l'arrêt, mais théoriquement, on produit quand même la majorité de notre électricité par le nucléaire et on devrait donc payer moins cher l'électricité qu'on ne la paie puisqu'elle est indexée sur le gaz du fait du marché européen de l'électricité. Et donc il y a aussi cette question-là, Louis Gallois, pourquoi nous restons dans ce marché européen de l'électricité qui nous conduit à... Vous l'avez dit, ce marché européen est organisé de telle manière que le prix spot, c'est-à-dire le prix au jour le jour, est indexé sur le prix de la dernière centrale que l'on met en service, la plus onéreuse, centrale au gaz. Donc, le prix du gaz, qui a littéralement explosé cet été, qui est devenu totalement spéculatif, est le prix directeur pour le prix de l'électricité en France, alors que la France produit son électricité à hauteur de 7 à 9% avec du gaz. Tout le reste est indépendant du gaz. Donc on se trouve dans une situation absurde où le prix de l'électricité n'est absolument pas représentatif du coût de production de l'électricité en France. Il faut changer ça. Les Espagnols et les Portugais ont obtenu une exception. Ils sont sortis du marché. Alors on dit c'est commode parce qu'eux ils sont au bout de l'Europe, donc ça n'a pas d'effet d'interconnexion.
Mais je rappelle qu'on échangeait l'électricité bien avant l'organisation du marché. Bien avant l'organisation du marché. La France a toujours été exportatrice d'électricité et on n'a pas attendu le marché mis en place par l'Union européenne pour vendre l'électricité. Du reste, il y avait une chambre de compensation en Suisse. On achète un peu d'électricité aux Allemands, mais eux nous en achètent aussi en plus. On achète un peu. Là, depuis 15 jours, nous exportons l'électricité. Nous recommençons à exporter l'électricité parce qu'un certain nombre de centrales sont revenues en service. Et puis la demande française est assez faible du fait à la fois de la douceur de la température et du fait que l'industrie tire moins dessus, parce que l'industrie trouve le prix de l'électricité trop élevé et donc a réduit un certain nombre de productions. Mais il faut changer ça. Alors on a un Conseil européen qui a demandé à la Commission en octobre de préparer une réforme du marché. En décembre, rien n'est fait. Monsieur Michel, qui est le président du Conseil européen, tense la Commission en disant je veux obtenir le résultat de vos travaux. C'est annoncé pour la fin du premier trimestre 2023. Et Monsieur Le Maire, constatant ça, nous indique que il ne faut pas s'attendre à une réforme du marché avant la fin du premier semestre. On aura perdu 9 mois dans cette affaire. Ces 9 mois, c'est les industriels français qui le payent. C'est ce que j'allais dire, Nicolas Dufour, vous êtes au contact des industriels, l'explosion du prix de l'électricité, est-ce que ça va se payer par des faillites et un accroissement, je dirais, de cette désindustrialisation française que vous décrivez et qui est déjà très entamée? C'est tout à fait le risque. On a fait 2 choses récemment, publié une enquête la semaine dernière, d'enquête auprès des TPE et des PME, qui montre que nous avons un tissu industriel qui est encore résilient parce qu'il tire sur ses réserves mentales, tout simplement, en se disant qu'on traversera cette crise comme on a traversé d'autres, mais qui est quand même très inquiet. Donc ils affirment vouloir continuer en majorité d'investir en 2023, en majorité recruter, mais ils commencent à dire collectivement que cette affaire de prix de l'électricité est pour eux de l'ordre de la trahison. Ils pensaient être dans un pays où la promesse était la promesse giscardienne d'un tarif électrique qui était extraordinairement favorable en Europe. Ça n'était plus le cas. On a fait une deuxième chose, c'est qu'on a appelé 4500 de nos clients industriels dans les derniers jours de l'année dernière, mais au début du mois de janvier, pour prendre le pouls et leur expliquer l'amortisseur et le guichet qui ont été mis en place par Bercy. Qu'est-ce qui ressort de ça? 60% d'entre eux pensent que leur rentabilité 2023 va être écrasée. Ils puient sur leur réserve mentale et psychologique, donc ils se disent, ça va passer. Donc 2023, année blanche pour la profitabilité, ça sera autant de moins pour faire des investissements futurs. Mais il ne faudrait pas que ça dure. Alors ensuite, ce qui se joue là, je pense que, Louis l'a dit, très profond en fait dans les mentalités françaises. C'est-à-dire que les gens se disent, est-on vraiment défendu? La vérité, c'est que oui. Le gouvernement, évidemment, se bat terriblement. L'adversité est forte, puisqu'on a une Commission européenne qui est sous très forte influence allemande, et qui ne veut pas changer fondamentalement le système. Qu'est-ce qu'il nous faut, nous, la France? Il nous faut un système cost-plus. Les réacteurs historiques français, ils produisent à 60-70 €. Il nous faut du cost-plus. On ne peut pas être à 225 € alors que les réacteurs produisent à 60. Juste pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous appelez du cost-plus? C'est-à-dire qu'il y a le coût de production, on rajoute une petite marge, et puis ça suffit. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Il n'y a aucune raison qu'on passe de 60 € à 225, voire 300, voire 400 € au motif qu'on fait la tarification au coût marginal sur la dernière centrale fossile, qui est probablement en Tchéquie. Tout ça n'a aucun sens. Et quand ça n'a aucun sens, les Français finissent par se révolter. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ça. On commence à voir sortir un certain nombre de pétitions d'entrepreneurs dans les territoires. Oui, parce qu'il y a les industriels, mais il y a aussi les boulangers, on les a vus, les artisans, les commerçants, voire peut-être demain les mairies qui ne vont plus réussir à chauffer leurs écoles. Moi, donc cette affaire, et le président de la République et le ministre des Finances l'ont parfaitement compris, elle est politiquement très profonde. Elle réveille d'une certaine manière le nationalisme français. Donc l'Europe doit faire attention. Doit faire attention à écouter la France en ce moment. Il va falloir qu'on trouve une solution favorable aux intérêts français. Louis Gallois, pourquoi ça bloque? Les Allemands y sont défavorables et est-ce que le rapport de force nous est à ce point-là défavorable? Les Allemands n'ont pas intérêt à la réforme du marché de l'électricité en profondeur. Ils ne disent pas s'y opposer, mais ils font traîner les choses. Ils bloquent le processus européen. La Commission de Bruxelles, c'est son bébé, le marché.
Il lui faut démontrer que maintenant que ce bébé ne fonctionne pas. C'est pas très très facile pour eux. Donc on a beaucoup de fonctionnaires qui défendent ce marché en disant mais c'est une mauvaise passe, ça va se rétablir. Non, je pense qu'il faut aller au-delà. Et il faut que, comme le disait Nicolas, la pression s'exerce pour que véritablement on arrive à un marché, ou alors à un marché qui soit représentatif, qui fasse des prix représentatifs des coûts. Ou alors, il faudra adopter la solution de l'Espagne et du Portugal, c'est-à-dire s'exonérer. Alors, c'est difficile pour la France parce que nous sommes un lieu d'interconnexion, nous avons beaucoup de frontières. Et si la France se retirait du marché, il est évident que le marché se casse la gueule. Donc on a, en vérité, on a un véritable outil de pression. Ce qui m'étonne, c'est que le ministre de l'économie et des finances, par exemple, explique commence sa négociation en expliquant que de toute façon, nous ne sortirons pas. Est-ce que là, il n'y a pas une erreur stratégique? Est-ce que le gouvernement français engage un rapport de force digne de ce nom? Je pense que Bruno Le Maire a été le premier à demander la réforme du marché. Et je pense qu'il agit aussi fortement qu'il le peut. Mais nous sommes 27. Il faut arriver à obtenir un consensus. L'Allemagne pèse beaucoup. Et les pays qui sont dépendants du gaz pour leur production d'énergie pèsent beaucoup là-dedans. Donc il y a un rapport de force qu'il faut créer. Alors, et ce rapport de force se crée progressivement. Je trouve que ça va pas assez vite, mais il se crée progressivement. La vérité, et la France pousse honnêtement. Toutes les déclarations vont dans ce sens. Il a fallu attendre qu'on relance un certain nombre de centrales pour recréer le rapport de force. Il faut quand même avoir en tête que au mois de septembre, nous devions importer massivement de l'électricité allemande. Et donc nous n'étions pas en position de sortir du marché comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais, qui sont en effet non interconnectés. Oui, mais en même temps, celui Gallois l'a dit, l'interconnexion existait avant, on pouvait très bien acheter de l'électricité ailleurs sans passer par le marché européen de l'énergie. On peut tout à fait passer ailleurs par d'autres mécanismes. Et c'est ce qu'on faisait avant. Il y avait une chambre de compensation en Suisse qui opérait les transactions, l'équilibre de l'offre et de la demande. C'est pas absolument pas impossible. Mais je pense que Nicolas a parfaitement raison en disant le rapport de force, nous l'avons amélioré en remettant en service un certain nombre de centrales. C'est parfaitement clair. Moi, j'avais été frappé par l'arrogance des déclarations de M. Habeck sur le fait que la France... on allumait l'électricité en France grâce aux centrales au charbon allemandes. Cette période me paraît maintenant derrière nous. Heureusement. Quelle est la part d'idéologie aussi dans la volonté ou pas d'engager un rapport de force? Parce que on sait qu'Emmanuel Macron est très européen, donc il n'a pas forcément envie de sortir du marché européen de l'électricité, qu'il croit beaucoup au couple franco-allemand. Alors est-ce qu'on est les seuls à y croire d'ailleurs, la France, à ce couple? Est-ce qu'il existe en Allemagne? Il y a débat là-dessus, j'entends beaucoup d'hommes politiques français parler du couple franco-allemand, et beaucoup d'observateurs expliquent que le couple franco-allemand n'existe pas en Allemagne. Qu'ils n'utilisent jamais ce terme. Je pense que les Allemands sont toujours tentés par l'idée qu'ils sont suffisamment puissants pour se passer des autres. Et que donc, l'Europe c'est bien, on en tire tous les bénéfices que l'on peut en tirer, on a l'âme européenne, mais l'Allemagne, elle est assez forte pour résoudre ses problèmes. Et je pense que moi j'ai toujours été frappé quand je vais dans des colloques franco-allemands. Les Français posent beaucoup de questions sur l'Allemagne, les Allemands posent pratiquement jamais de questions sur la France. C'était très très frappant aux réunions des chefs d'entreprise à Évian auxquelles je participais. Je voyais bien ce déséquilibre, cette asymétrie. Et il faut rappeler aux Allemands que leur prospérité, elle est largement due à leur présence au sein de l'Union européenne. Et je pense que c'est ce qu'essaie de faire le gouvernement français. Et qu'ils ne peuvent pas se passer d'une Europe qui va bien. La santé de l'Europe
influe lourdement sur la santé de l'Allemagne. Les pays européens étant aussi leurs principaux clients. Exactement. Justement, parlons d'Europe et de désindustrialisation. On a beaucoup, quand on a créé l'Europe, quand on a fait le traité de Maastricht notamment, on a beaucoup expliqué aux Français que cette Europe était censée les protéger, notamment sur le plan industriel. Est-ce que c'est, enfin sur le plan économique du moins, est-ce que ça a été le cas, Nicolas Dufourcq? Est-ce que l'Europe nous a suffisamment protégés ou est-ce qu'au contraire elle a exposé nos industries? La vie n'est pas un fleuve tranquille, elle est un combat permanent. Et c'était pas parce qu'on était passé à Maastricht qu'il fallait qu'on stoppe le combat en pensant que on avait enfin atteint nos objectifs stratégiques qui étaient d'arrimer le Deutschmark. Et nous avons fait une contre-analyse et donc une erreur considérable en nous reposant sur nos lauriers après l'euro. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons accepté, parce que nous l'avons désiré, ne plus jamais pouvoir dévaluer. À partir du moment où vous avez l'euro, vous ne dévaluez plus. Nous avions dévalué 16 fois. C'était notre manière à nous de gouverner la France. Donc on laissait déraper l'État-providence, on dévaluait une bonne fois, on rétablissait les équilibres, ça s'est fait 16 fois. Voilà. Donc ça n'était plus possible. Quand ça n'est plus possible, vous êtes bien obligé de faire autre chose. C'est-à-dire, en fait, de travailler vos dépenses, d'avoir des finances saines, de mettre en place une politique de l'offre qui a fini par être mise en place il y a une douzaine d'années maintenant, et qui est très efficace, mais elle a été mise en place 10 ans trop tard. Les 10 ans en question sont les 10 ans de la désindustrialisation. Merci Nicolas Dufourcq, merci Louis Gallois. On continue après une courte pause sur Sud Radio à parler désindustrialisation en toute vérité. À tout de suite après la pause. On se demandera si la France est toujours un pays souverain. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Louis Gallois, ancien patron d'Airbus, coprésident du think tank La Fabrique de l'Industrie, et Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement et auteur de la désindustrialisation 1995-2015. C'est chez Odile Jacob. On a parlé beaucoup dans les deux premières parties de l'émission de la question du nucléaire, de la dégradation du parc nucléaire français, mais la désindustrialisation, c'est pas seulement le nucléaire. Je dirais que c'est un peu la cerise sur le gâteau, la question du nucléaire, mais celle-ci avait commencé, je dirais, bien avant, et puis on peut en constater d'ailleurs quasiment les effets, même aujourd'hui. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui m'expliquent que ils n'arrivent plus à trouver certains médicaments dans les pharmacies. On avait eu ce problème-là au moment du Covid, où on avait vu qu'on n'était pas capable de produire des masques, notamment. Comment on en est arrivé là, Nicolas Dufourcq? Et sommes-nous totalement dépendants de l'extérieur et notamment de la Chine? Oui, alors collectivement, nous sommes tous extraordinairement dépendants de la Chine. Il ne faut pas croire que la Chine, dans sa crise actuelle, soit une Chine fragilisée. Les excédents de la Chine sont plus élevés que jamais. La tentation de la Chine, d'ailleurs, de remettre le pays à sa dépendance par des excédents excessifs est très très forte. On est à 900 milliards de dollars d'excédents. Donc l'Allemagne aussi, la Suisse aussi, tout le monde est dépendant de la Chine. Bon, maintenant la désindustrialisation de la France, qui en est responsable? La France. Il n'y a pas de bouc émissaire étranger. Ce sont nos erreurs, nos choix collectifs. C'est notre désir collectif, en réalité, qui s'est accompli. Maintenant, on en change. Combien de temps faudra-t-il pour qu'on revienne à un minimum de souveraineté industrielle en France? Je pense au moins une dizaine d'années, 15 ans probablement, pour faire 2 points de PIB de plus. 2 points de PIB d'industrie, ça veut dire 2 points de richesse nationale produite chaque année, de plus dans l'industrie, et pas dans les autres services. Il faudra beaucoup d'électricité pour ça, par parenthèse, pour revenir à notre discussion de tout à l'heure, et il faut qu'on s'y mette tous. C'est ce que j'appelle un contrat social. Vous êtes, par exemple, vous nous interviewez, moi et Louis aujourd'hui. Ça fait partie du contrat social. Le coq bleu de la French Fab, qui est le drapeau français de l'industrie, qu'on brandit maintenant partout dans les territoires, dans les terroirs, dans les vallées, dans les cantons, c'est fondamental. Les écoles doivent s'y mettre. L'éducation nationale fait son aggiornamento. Les patrons aussi sont plus ambitieux. La BPI finance tout ça avec ses partenaires bancaires. C'est donc possible. C'est donc possible. On va pas gratter nos cicatrices à longueur de journée. On les connaît. Je pense qu'elles sont maintenant. Elles font consensus. On sait ce qui s'est passé. Je vais être un peu vulgaire, on a déconné. Dans les années 2000, complètement.
Complètement. Voilà. Ah ouais, alors on sait, c'est bien aussi que ce soit expliqué sans vouloir gratter nos cicatrices, c'est aussi pour ça qu'on est là. Et vous expliquez, c'était notre désir collectif. Est-ce que ça a été vraiment le désir collectif des Français, Louis Gallois, ou celui des élites politiques? Vous avez été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme, à s'intéresser à ces questions d'industrie, mais vous étiez effectivement un peu isolé au tournant des années 2000, et même avant d'ailleurs. Donc est-ce que ça a été vraiment un choix des Français, ou est-ce que c'est un choix des élites qui se sont, disons-le, complètement trompées de direction? Écoutez, d'abord, c'est assez profond. Le grand salon en France, c'est le salon de l'agriculture. Le grand salon en Allemagne, c'est la foire de Hanovre sur les machines-outils. C'est vrai qu'on a une tradition industrielle moins forte. Il y a ça. Et puis il y a eu le confort. C'est confortable de se dire on va vers les services, des boulots moins contraignants, on se lève un peu plus tard, je caricature, mais c'est un peu ça. C'était une société plus confortable. L'industrie a la réputation d'être plus rude. Et je pense que les Français se sont laissés entraîner là-dedans par un discours sur la France sans usine, on va garder les centres de recherche, puis on fera fabriquer ça par les autres. Je pense que tout cela a joué et a pesé lourd. Mais je pense qu'il y a eu des fautes politiques qui ont été des fautes politiques assumées par les élites. On a fait Maastricht, je reviens là-dessus, on a fait Maastricht. En France, derrière Maastricht, on a fait les 35 heures, l'augmentation des charges sociales, et les entreprises ont laissé filer les salaires. Ça, c'est la décennie 2000-2010. Pendant ce temps, l'Allemagne, dont on disait qu'il était l'homme malade de l'Europe, l'Allemagne, elle faisait les lois Hartz et la modération salariale. Donc ils tiraient les conséquences de Maastricht. Ils tiraient les conséquences d'une monnaie unique. Nous, on n'a pas tiré les conséquences de la monnaie unique et on s'est embarqué dans une politique beaucoup plus facile. En même temps, on a vendu aussi aux Français la monnaie unique comme plus de prospérité, plus de facilité. Oui, ce qui n'a pas eu tromperie sur la marchandise, quand même. On leur a pas expliqué quelles étaient les contraintes. Sur ce qui était masqué. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. On leur a pas expliqué. On leur a pas expliqué quelles étaient les exigences d'une monnaie unique. On leur avait pas dit non plus que les dévaluations, c'était une perte en capital pour eux. Les cesses d'évaluation que la France a connues, à chaque fois, c'est la valeur même de vos actifs qui perd en valeur. Et donc c'était assez indolore. Alors c'est théoriquement l'économie c'est théoriquement indolore, sauf que quand vous voyagez à l'étranger, vous voyez bien que vous vous paupérisez. Oui, mais tout le monde ne voyage pas. C'est aussi ça. Pardonnez-moi de vous couper, mais il y a une partie des Français qui ne voyagent pas à l'étranger tous les jours non plus. Enfin, c'est une logique, une réflexion d'économie, dans une économie mondialisée, dans une vision mondialisée de l'économie. Parce que justement, on n'a pas oublié qu'il y avait des gens qui vivaient dans un pays qui s'appelait la France. La question, c'est celle traditionnelle des économies, c'est celle de la richesse des nations. La France aime bien être puissante, souveraine. Pour ça, il faut qu'elle soit prospère. Les dévaluations multiples, c'était une politique de paupérisation. L'euro, sans la conséquence que décrit Louis Gallois et que je raconte dans mon bouquin, qui est une politique de l'offre, favorable en réalité à la production sur le territoire français, donc en particulier à l'industrie, concourt à la richesse du pays. Nous ne l'avons pas fait. Donc maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on en est parfaitement conscient. On est reparti dans une politique, je pense, cohérente de construction de richesse nationale pour qu'on retrouve notre place au rang des nations. C'est tout. Ça va prendre beaucoup de temps. Et on part, et c'est là où la relation avec les Allemands est déséquilibrée, c'est que les Allemands sont convaincus qu'ils font nos fins de mois. Ils sont convaincus que c'est eux qui tiennent les finances publiques de la France parce que la discipline budgétaire française est insuffisante de leur point de vue. Et c'est vrai qu'avec 120% de dette sur PIB, nous sommes en difficulté. Donc aujourd'hui, nous devons à la fois réindustrialiser, mettre nos finances en ordre pour retrouver le respect de nos partenaires européens. Voilà. J'aimerais justement faire une parenthèse, sortir un peu de la question de la désindustrialisation, puisque vous parlez de la question des finances publiques. On est en plein psychodrame national sur la question des retraites. Bon, vous avez dit il faut remettre les finances en ordre. J'y suis favorable, mais est-ce que c'est vraiment en économisant, aller au maximum 30 milliards sur les retraites, si vraiment tout se passe bien, mais on voit bien que ça va créer de la crispation sociale et qu'on n'économisera pas ça, sur 3 000
milliards de dettes, je crois. Est-ce que c'est ça, vraiment remettre en ordre les finances publiques, faire une réforme paramétrique, certes voulue par Bruxelles, censée rassurer les marchés et nos voisins allemands, mais est-ce que c'est vraiment une bonne politique qui s'inscrit dans une vision globale? Louis Gallois ou Nicolas Dufour, je ne sais pas qui. Donc moi, écoutez, petite confidence personnelle, j'ai commencé ma carrière comme responsable du financement de la sécurité sociale à Avenue de Ségur. Bon, c'était en 1992. À l'époque, l'État-providence français était nettement moins généreux qu'aujourd'hui, et quand il était en déficit, nous ne dormions pas de la nuit, littéralement. Et on passait nos journées à essayer de trouver des solutions pour équilibrer l'État-providence français. Aujourd'hui, l'État-providence est incomparablement plus généreux qu'en 92. Les protections se sont ajoutées dans des proportions qu'on n'aurait jamais imaginées. Et il est incomparablement déficitaire par rapport à ce qui nous empêchait de dormir à l'époque. Sauf que, au fond, pardonnez-moi, mais ça ne gêne plus personne. Moi, j'alerte quand même. Un État-providence, ça peut tout à fait s'effondrer, Un État-providence, ça doit être équilibré. Voire un État tout court, parce qu'il y a l'État-providence, mais ce qui est préoccupant, c'est la situation des hôpitaux, la situation de la police, de la justice. Mais là, on touche au régalien, et puis à l'hôpital, c'était le cœur de notre modèle. Il faut tout re-questionner. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à payer nos infirmières? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à payer nos professeurs? Ils sont payés en moyenne 20% de moins que la moyenne d'Europe du Nord à laquelle on se compare, ou 30% parfois. C'est parce que la France s'est paupérisée. Ensuite, on pose la question, pourquoi la France s'est paupérisée? Là, ça devient intéressant. C'est des mix de politique économique, c'est des préférences collectives des Français eux-mêmes, des familles qui ont poussé, et ça s'appelle les forces politiques, ça s'appelle le jeu politique, dans des directions qui étaient des directions qui paraissaient bonnes et qui n'étaient pas forcément les bonnes. Voilà. Donc maintenant, au fond, tout ça est sur la table. Le débat est possible. La réforme des retraites, pour moi, elle est évidemment fondamentale, parce que c'est une manière aussi que nous disions, tous concitoyens de notre pays, que l'État-providence doit retrouver une voie vers une gestion saine de ses finances. 30 milliards, c'est énorme, c'est fondamental, mais c'est pas 30 milliards qu'il faut, il en faudra beaucoup plus. Vous pouvez me poser la question ensuite, mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va couper autre chose? Moi, je pense qu'il y a... Il y a peut-être autre chose à couper, oui, justement. Et moi, je pense que la plupart des protections sont légitimes, évidemment, si ce n'est toutes. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? La retraite, au fond, c'est ce qu'il y a de plus simple. L'espérance de vie, elle croît de 1 trimestre par an. Rendez-vous compte, comment voulez-vous qu'on maintienne l'âge de la retraite au niveau de 1981 1 trimestre par an d'espérance de vie. Bon, le reste des protections, on aura beaucoup de mal à y toucher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus d'entreprises, plus d'économies, plus d'entrepreneurs, plus de valeur. Oui, mais vous savez bien que les dépenses sociales pèsent aussi sur le monde de l'entreprise. Vous dites toutes les protections sont légitimes. Moi, je suis pas certain que les Français soient d'accord avec vous. Les gilets jaunes, ce sont des gens qui travaillaient, qui demandaient pas forcément plus de protection, mais qui demandaient que d'avoir le fruit, si vous voulez, de leur travail. On voit bien que moi, je suis pas aux manettes, mais on peut se demander, est-ce qu'il faut vraiment couper dans les dépenses d'investissement? Vous qui aimez l'industrie, je crois pas. Est-ce qu'il faut couper dans les dépenses de fonctionnement? Certaines peut-être, bureaucratiques, mais est-ce que c'est enlever des lits d'hôpitaux qui est la bonne politique? Je suis pas sûr. Donc après, il reste les dépenses sociales. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Louis Gallois, mais voilà, je vous donne la parole à la fois sur la réforme des retraites et sur comment on l'inscrit dans une vision plus cohérente. Sur la réforme des retraites, il fallait faire une réforme. Est-ce qu'il faut faire celle qui est proposée? La question se pose. Il y avait une alternative. Il y a une alternative, c'est de poursuivre la réforme Touraine, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de trimestres nécessaires pour accéder à la retraite au taux plein. C'était une manière de procéder qui me paraît équitable, parce que ça veut dire que ceux qui ont cotisé longtemps partent plus tôt. Mais c'est une réforme qui a moins d'impact psychologique, parce que on ne met pas les gens en face de leurs responsabilités sur 62-64 ans. Et deuxièmement, c'est une réforme qui rapporte moins au départ. Elle rapporte autant à terme, mais elle rapporte moins au départ. Donc, il y a un choix qui a été fait. Je suis pas un expert, je ne vais pas le commenter. Je sais qu'il y avait d'autres alternatives qui m'auraient paru, sur le plan de l'équité sociale, peut-être plus favorable. Mais ceci étant dit, la réforme qui est actuellement une réforme des retraites est indispensable, pour les raisons qu'a évoquées Nicolas, et pour le fait aussi qu'il faut être conscient qu'en France, la quantité de travail disponible n'est pas suffisante. Les gens rentrent sur le marché du travail plus tard qu'ailleurs,
et en sortent plus tôt qu'ailleurs. Donc, et nous avons les 35 heures. Donc, la quantité de travail fournie n'est pas suffisante. Il faut certainement augmenter cette quantité de travail. Augmenter le temps de travail, par exemple. Augmenter le temps de travail, je pense que c'est une réforme difficile. Oh. Mais allonger la période de haut travail légitime. Dès lors que deux choses sont bien acquises, la première, c'est qu'effectivement la pénibilité est reconnue, et la seconde, c'est que on soit capable de faire travailler les gens entre 60 et 64 ans. Il va bien falloir qu'on nous explique que les entreprises s'y collent pour que les personnes qui sont entre 60 et 64 ans soient véritablement mises en situation de productive. Si elles sont au chômage, ça coûtera aussi de l'argent à l'État. Oui. Merci. On se retrouve après une courte pause. On a un peu débordé sur Sud Radio. On continue à parler industrie, désindustrialisation, mais aussi comment rebondir justement. Est-ce que la France peut rebondir pour redevenir souveraine? En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Louis Gallois, ancien patron d'Airbus, directeur du think tank La Fabrique de l'Industrie, et Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement. Il est l'auteur de la désindustrialisation 1995-2015 chez Odile Jacob. On va essayer de parler des solutions pour réindustrialiser la France, essayer d'être un peu optimiste dans cette émission, mais je voudrais qu'on aille au bout finalement du diagnostic, parce que votre livre est très intéressant, Nicolas Dufourcq. Quand on pense désindustrialisation, on pense beaucoup années 80, on pense sidérurgie, textile, ça a été sans doute un des premiers tournants. Vous insistez plutôt sur le tournant de 1995. Pourquoi cette date a été décisive dans nos batailles perdues sur l'industrie, justement? En fait, ça se voit pas tout de suite en 95. 95, la France va bien, l'Allemagne va mal. Quand l'Allemagne va mal, la France croit qu'elle va très très bien. On est en fin de désinflation compétitive. On a un excédent commercial sur l'Allemagne. On a un excédent commercial tout court. Les industriels se pensent très forts. L'innovation est plutôt au bon niveau, etc., etc. Et entre les pays d'Europe de l'Est, dans l'Europe, avec le traité de 97. Mais à partir de 95, la France ne voit pas que l'Allemagne commence à envoyer ses usines en Europe de l'Est. Et en Europe de l'Est, on découvre une culture industrielle incroyable, en fait, d'origine communiste, qui était hyper centrée sur le productif, des très bons ingénieurs, des très bons méthodistes, des très bons ouvriers, des très bons techniciens, tout le monde super discipliné, etc. Donc l'Allemagne commence à délocaliser massivement l'Europe de l'Est, la France commence à peine à s'y mettre. Mais personne ne prépare l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est surtout ça que je veux dire. L'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Donc la grande mondialisation, qui est en fait la conséquence de l'unification allemande, donc la fin de la guerre froide, l'entrée de la Chine dans l'OMC, poussée par les Américains, les conséquences ne sont absolument pas mesurées. Personne ne se prépare. Voilà. Et quand ça arrive, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les 35 heures. La Chine rentre dans l'OMC le 15 décembre 2001. La France commence les 35 heures le 1er janvier 2002, 15 jours plus tard. Donc il faut imaginer visuellement, c'est comme si vous avez en fait une offensive à vos frontières et vous désarmez. Donc quand je dis qu'on a fait un gigantesque contresens, c'est de cela que je parle. Je pourrais lister, et Louis l'a dit tout à l'heure, quantité d'autres décisions qui ont été prises à l'époque, qui étaient des contresens complets, et qui étaient tout à fait poussés par le cœur de la société française. Voilà. Ensuite, les choses s'aggravent progressivement. On est en excédent commercial sur l'Allemagne jusqu'en 2003. Et à partir de 2004, c'est le toboggan. Aujourd'hui, on est à 17 milliards d'euros de déficit par an. Justement, là, effectivement, moi, je ne suis pas non plus un très grand fan des 35 heures. Ça a sans doute été une erreur stratégique. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des protections à mettre en place avec l'entrée de la Chine dans l'OMC? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit une Amérique... Mais la question était de savoir s'il fallait faire rentrer la Chine. Il ne fallait peut-être pas rentrer la Chine dans l'OMC, mais très juste remarque de Louis Gallois. Je précise que l'OMC est un organisme qui réunit des économies de marché, et il a fallu déclarer la Chine économie de marché. Et il a fallu un certain culot pour y arriver. Donc je pense que c'est un pays communiste. C'est pas que ce soit un pays communiste, c'est que c'est pas une économie de marché. Quand les industries, par exemple pour les panneaux solaires, les entreprises chinoises ont été archi subventionnées pour pouvoir tuer les industries européennes.
Et on a laissé faire ça benoîtement. Je rappelle qu'on a en France dépensé 120 milliards sur les énergies renouvelables et on n'a ni panneaux solaires, ni industrie éolienne française. Donc, on a beaucoup pardonné à la Chine. Et il a fallu attendre en fait l'affaire Huawei et la radicalisation de Xi Jinping pour que ça cesse. Donc aujourd'hui, la naïveté est terminée, hein, ça c'est clair et net. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Les Allemands ont leur part de responsabilité là-dedans, parce que les Allemands étaient quand même ont magnifiquement profité de l'ouverture de la Chine. Par la qualité de leurs produits. Il faut le reconnaître, par la qualité de leurs produits. Et donc, ont toujours souhaité qu'on ne touche pas à la capacité de la Chine à exporter, parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas de mesures de rétention. Et voulaient pouvoir exporter en Chine. On a été paralysés par cela. Et maintenant, ça bouge, parce que les Allemands commencent à s'apercevoir que les Chinois d'abord produisent les mêmes produits qu'eux, et deuxièmement que le rouleau compresseur chinois ne s'arrête pas. Moi j'ai un exemple précis. Quand j'étais chez PSA, on a construit une usine à Chengdu. Pour la première fois, les presses d'emboutissage étaient des presses chinoises et non plus des presses allemandes. C'est-à-dire que moi ça me paraît très symbolique. Les Allemands, maintenant, sont en train de s'apercevoir que le marché chinois, ce n'est plus le paradis auquel qu'ils avaient imaginé et dont ils ont profité. Donc, je pense que ceci nous met en situation en Europe d'adopter une attitude qui sera une attitude totalement différente vis-à-vis de la Chine. Et parlons vrai. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, Alexandre, c'est que moi je pense qu'il fallait faire entrer la Chine d'une manière ou d'une autre pacifiquement dans l'ordre mondial. On avait déjà vécu dans les années 30 ce que c'était que de bloquer le Japon. Ça se termine par Pearl Harbor. Vous pouvez pas encercler et emprisonner une nation qui désire rentrer dans l'ordre collectif. Simplement, il fallait pas être naïf ensuite. C'est-à-dire qu'il fallait, de notre côté aussi, réarmer industriellement. Une politique de réarmement industriel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On sait la faire. On a juste attendu 15 ans pour la faire. Et alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas faite au début des années 2000 ? C'est ça la question que les auditeurs pourraient se poser. Pourquoi on ne l'a pas faite au début des années 2000, la politique de réarmement industriel ? Parce que la France, au total, ne le souhaitait pas du tout. Alors là, Louis Gallois veut apporter... moi je suis peut-être... on trouve un désaccord entre vous, c'est très bien. C'est pas un désaccord, mais je pense que si la Chine... je suis d'accord, on ne met pas encore dans son ITER autour d'un pays d'1,4 milliard de personnes. C'est pas possible, et qui en plus a une volonté de développement. Mais il fallait adopter le principe de réciprocité avec la Chine. C'est-à-dire, si la Chine nous interdit l'accès à ses marchés publics, les entreprises chinoises ne doivent pas avoir accès au marché public européen. La Chine subventionne ses panneaux solaires. Les panneaux solaires payent des taxes en rentrant en Europe. Il doit y avoir de la réciprocité. On va avoir la même chose sur les batteries. Est-ce que on va laisser les batteries automobiles chinoises rentrer en Europe sans la moindre accord de réciprocité? Disons-le, sans le moindre barrière douanière. On tourne autour du pot, mais pardonnez-moi. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le mot protectionniste, ou est-ce que c'est interdit? Les États-Unis le font. Encore une fois, je n'utilise pas ce mot protectionniste parce que l'Europe est une économie ouverte et qu'elle ne peut pas se fermer. Mais entre l'autarcie et le protectionnisme, je ne veux pas donner le sentiment qu'on va se refermer. Ce que je dis, c'est que il est inadmissible que la Chine exporte des batteries en Europe, alors que toute voiture vendue en Chine électrique doit avoir une batterie chinoise. C'est la réglementation. Ça, c'est inadmissible. Et c'est ça que j'appelle la réciprocité. Sinon, le commerce équitable, l'Europe en a besoin, parce que c'est une économie ouverte. Moi, j'ai un bon exemple, c'est la Corée. La Corée du Sud, évidemment. Pays de 50 millions d'habitants qui n'a aucune ressource de matières premières, qui est entouré par de pays aussi conciliants que le Japon, la Chine et la Russie, excusez-moi, et qui est en guerre en plus. Ce pays, en économie ouverte, est capable de mener une véritable politique industrielle extrêmement impressionnante, avec des champions nationaux qui sont Samsung, LG, Hyundai et Kia. C'est l'économie la plus connectée du monde.
Et je trouve que ce pays est capable de se mobiliser. Et il faut qu'on arrive. C'est ce que Nicolas appelle le contrat social. Moi, j'appelle ça une mobilisation collective. Il faut que le pays se mobilise sur son objectif de réindustrialisation, parce que l'industrie, c'est la solution aux problèmes que la France se pose. Nicolas Dufourcq, je vous entends et j'entends Louis Gallois sur la nécessité d'être plus compétitif. Tout simplement, ça me paraît effectivement de bon sens, et effectivement les 35 heures étaient encore une fois en décalage avec le reste du monde. Mais est-ce qu'on peut être complètement compétitif face aux Chinois? Je parlais tout à l'heure du mot protectionniste. Les Américains se sont lancés dans une forme de guerre économique avec la Chine. Ça n'empêche pas que c'est un pays ouvert. Là encore, on en revient à la question européenne. Est-ce que l'Europe va pas devoir se doter de nouveaux outils et oublier l'idée d'un marché totalement ouvert? Sur la question du protectionnisme... Une minute. C'est la dernière minute de l'émission, on ne voyait pas le temps passer, mais allez-y, pardon. Sur la question du protectionnisme, on a eu... un résultat en vraie grandeur de ce que ça donne quand Donald Trump a augmenté les barrières douanières massivement. Vous vous souvenez, ça a duré pratiquement tout son mandat. Est-ce que ça a réussi? Non, ça a échoué. Ça n'a pas marché. Donc les États-Unis ont continué d'importer massivement en Chine, peut-être un peu plus cher, mais ce qui va peut-être marcher, c'est la nouvelle loi de Biden qui s'appelle l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui passe par une politique industrielle à la coréenne, appliquée à la dimension américaine. C'est ça qu'il faut faire en Europe maintenant. Ça demande des capitaux publics importants. Ça pose la question de la soutenabilité de nos finances publiques européennes, il faut bien se le dire tous ensemble. Mais je ne pense pas qu'on puisse penser s'en sortir uniquement par des barrières douanières. Il y en aura un peu, mais c'est pas ça qui va nous sauver. Il y a un autre pays qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est la Suisse. La Suisse est un très grand pays industriel, les Français ne le savent pas forcément. Le PIB industriel par tête en Suisse est 3 fois supérieur à la France. Et donc, il y a aussi une question... Là, c'est tellement gigantesque, l'industrie. Vous pouvez trouver quand même un certain nombre de niches dans lesquelles vous allez faire votre fortune. Donc là, il y a tout à fait la place pour une industrie française compétitive face à la Chine sur un certain nombre de segments. Regardez le luxe. Le luxe, c'est l'industrie. Donc on peut tout à fait réussir. Et donc moi, je suis parfaitement optimiste pour peu qu'on fasse les bons choix, qu'on concentre nos efforts sur un certain nombre de filières, et que pour le reste, quand on est confronté effectivement à ce que Louis décrit comme étant des comportements inappropriés de la part de la puissance asiatique au total, parce qu'il n'y a pas que la Chine, il y a le Vietnam aussi, etc. On se défend, mais alors très brutalement. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps été les ravis de la crèche, pardonnez-moi l'expression, mais trop longtemps été les gentils dans un monde de brutes. Eh bien, on essaiera effectivement de plus être des herbivores dans un monde de carnivores, si j'ose dire. Merci, c'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En toute vérité. Je vous laisse avec les informations.